Alors bonjour à tous et à toutes et bonne fête de l'Acadie en ce 15 août. On m'a invité aujourd'hui à vous parler de la francophonie terre-neuvienne et labradorienne, que vous soyez de l'extérieur, que vous soyez natif de la province ou que vous veniez de nous rejoindre vous-même, dans quel cas nous vous remercions de vous joindre à la grande famille francophone. Si parmi vous, certaines personnes se sentent encore mal à l'aise d'être immigrants, nouvelle arrivée, hors venus, comme on disait autrefois en Bretagne, laissez-moi vous rassurer. La francophonie provinciale moderne est en grande majorité composée d'immigrants, j'en fais partie, et quand on connaît l'histoire de notre communauté, on se rend compte que nous avons tous été à un moment ou à un autre de notre histoire des hors venus. Avant de commencer, je m'empresse de vous dire que je ne suis ni historienne, ni ethnologue, et encore moins archéologue. Ce que je suis, c'est auteur, journaliste et surtout une passionnée de ma province et de sa francophonie, une passionnée de l'Acadie aussi, origine d'une partie de mes ancêtres natifs de Saint-Pierre-et-Miquelon. Ma causerie ne sera pas celle d'une experte, donc riche en citations ou en dates, mais bien celle d'une personne fière de son identité, de sa province et des francophones qui y vivent. Pour parler de la francophonie provinciale, il faut commencer par parler de la péninsule de Port-au-Port, sur la côte ouest de l'île de Terre-Neuve, qu'on aime appeler le berceau de la francophonie provinciale. L'histoire de la péninsule de Port-au-Port remonte très loin et constitue le seul endroit où vivent des franco-terneuviens de naissance plutôt que d'adoption. C'est aussi de là que partit le mouvement de revendication politique des franco-terneuviens dans les années 70, une fois que le bilinguisme fut devenu officiel au Canada. Il faut dire que les gens de la péninsule s'étaient accrochés à leur langue, à leur tradition et à leur culture depuis plusieurs siècles. Quand j'étais journaliste à Radio-Canada dans les années 90, j'adorais aller dans la péninsule de Port-au-Port. Bernard Félix, Robert Cormier, Adèle Lacosta, Antoine Olivier ont tous une place spéciale dans mon cœur. Et surtout, Madame Marie Félix, du village de Lansacanard. Un jour que je lui demandais pourquoi elle s'était battue pour enseigner le français à ses petits-enfants et à ses enfants, elle m'avait répondu « Parce que le français, ça nous appartenions et que je ne voulions pas le perdre. » Tout était dit. Il faut dire que Madame Félix avait tout français. Les deux côtés de son arbre généalogique étaient soit français, soit acadiens. Alors pourquoi, en effet, se serait-elle laissée assimiler? Commençons, si vous le voulez bien, notre périple à travers l'histoire de la francophonie provinciale par un immense pas de géant en arrière de plus de 500 ans. Oui, un demi-millénaire. Le début de la présence française à Terre-Neuve remonte aux alentours de 1504, lorsqu'un certain Bergeron de Honfleur, un Normand donc, apparaît dans les archives françaises comme pêchant à Terre-Neuve. John Cabot, on le sait bien, y était passé en 1497 et on soupçonne les Basques d'être arrivés bien avant lui pour la chasse à la baleine. En 1511, certains registres de France parlent déjà de pêche dans les Terre-Neuve. Et on sait aussi que Jacques Cartier, en 1534, explora une partie de l'île et de la côte du Labrador, entrant dans des ports qui portaient des noms français. Brest, par exemple, signe que des pêcheurs français avaient déjà eu le temps de nommer des lieux et de tirer des cartes bien avant son passage. C'est la pêche à la morue qui fut le principal moteur de la pêche française à Terre-Neuve, jusqu'à ce que le bon roi Henri IV s'avise d'étendre son influence au-delà de la pêche, donnant mission à Champlain et Dugas-de-Mont d'aller s'installer en Nouvelle-Écosse d'abord en 1604, fondant ainsi l'Acadie, puis de fonder la ville de Québec en 1608. Ses successeurs, eux, se dirent un peu plus tard que l'île de Terre-Neuve était un endroit de choix et très stratégique pour défendre la Nouvelle-France. C'est là que se situe l'apogée de la Terre-Neuve française, entre 1667 et 1713, alors que Plaisance devient capitale française de Terre-Neuve. Je ne parle pas d'ici d'un petit fortin avec une poignée de soldats, non, mais d'un fort dessiné par le fameux architecte Vauban, d'un couvent des Récollets avec maisons et pêcheurs, basques et français,
et ce n'est pas la même chose. En 1713, patatras, tout cela s'effondre par le traité de paix d'Utrecht entre les puissances guerrières et coloniales d'Europe. La France perd Terre-Neuve, Plaisance et désertée l'année suivante. Oh, il y a bien quelques Français qui refusent de partir et qui se cachent. C'est ainsi qu'il reste encore des familles de Blanches dans la région de Plaisance. Les autres, les pauvres, partent pour Louisbourg, au Cap-Breton, où ils n'auront que 45 ans de tranquillité très relative avant d'être expulsés par les Anglais une fois de plus. En vérité, la France n'a pas tout perdu à Terre-Neuve, de loin s'en faut. Elle y a gardé des droits de pêche sur toute une grande partie de sa côte, ainsi naît le French Shore. Pour comprendre l'origine de la francophonie de Terre-Neuve et du Labrador, il est essentiel de comprendre l'origine du French Shore. C'est grâce à cette côte française que des hommes venus de Bretagne, de Normandie, du Pays Basque arrivent ici au printemps, en repartant à la toute fin de septembre, et ce, mis à part durant les périodes des guerres napoléoniennes, et sans discontinuer donc de 1713 à 1904. Ce qui me fait dire très souvent, ceux qui me connaissent le savent, que Terre-Neuve a été le premier endroit à voir les Français arriver au Canada et le dernier à les voir partir. Je suis certaine que vous avez bien regardé la carte de notre province avant d'arriver, si vous êtes un nouvel arrivant, et vous n'aurez pas manqué de remarquer les noms plutôt, le long des côtes. Saint-Julien, Saint-Lunaire, Bréa, l'île de Groix, Conches, Croc, la baie du Lièvre, la baie du Pistolet, Grandes Oies, Petites Oies, Fleurs de Lys, Maisons d'hiver, Grand Bruit, Roses Blanches, je pourrais continuer des heures. Il y avait donc des centaines de lieux de pêche français où arrivaient chaque année des milliers de pêcheurs pour le travail de la morue, qui d'ailleurs ressemblait souvent plutôt au bagne qu'à un emploi. Le jour de la Saint-Michel, le 29 septembre, tout le monde pliait bagages pour rentrer en France. Tout le monde, ou presque. Plusieurs hommes, parfois guère plus âgés que des enfants, préféraient se cacher dans les bois pour échapper à leur capitaine et rester sur place. Beaucoup eurent la joie de voir leur navire hisser les voiles et partir sans eux, mais certains n'ont pas eu la même chance, sont morts de faim ou de froid dans les bois. Ces hommes, qu'on appelait en France les déserteurs de la pêche française, sont essentiels dans le développement de la communauté franco-ternevienne à laquelle nous appartenons tous aujourd'hui. Ils avaient pour nom Olivier, Lecointre, Benoît sur la péninsule de Port-au-Port. Ils se sont joints à des pêcheurs de Saint-Pierre-et-Miquelon, les Coines, les Ozons et autres, qui s'y sont installés eux aussi. Et ils forment donc une des deux branches de la francophonie de la péninsule et donc de la province. L'autre branche, c'est ce qui nous réunit aujourd'hui, est acadienne. Est-ce que vous savez ce qu'est l'Acadie? Où est l'Acadie? Cela mériterait une conférence entière, mais si vous vous souvenez, j'ai mentionné Champlain et Dugas-de-Mont qui fondèrent l'Acadie en s'installant en Nouvelle-Écosse en 1604. Au milieu du XVIIe siècle, ces Français, venus de Saintonge et du Poitou principalement, étaient installés en Nouvelle-Écosse autour de la baie de Fundy, dans un territoire qu'ils appelèrent l'Acadie. En 1755 commença un nettoyage ethnique sans précédent, l'expulsion des Acadiens de la Nouvelle-Écosse par les Anglais. C'est ce qu'on a appelé le Grand Dérangement, qui s'est poursuivi à travers les Maritimes jusqu'en 1763. 100 ans après, la paix revenue, les Acadiens purent enfin revenir dans la région atlantique, mais sans jamais pouvoir se réinstaller sur leurs anciennes terres de la baie de Fundy. Ils ont donc occupé d'abord les 3 provinces maritimes, puis l'île de Terre-Neuve. L'Acadie, qui a choisi le 15 août comme fête nationale par attachement à la Vierge Marie, est donc aujourd'hui un pays de cœur, un sens d'appartenance. Mais revenons à l'arrivée des Acadiens ici chez nous. C'est peu après la déportation que certains Acadiens cherchant à fuir les Anglais trouvaient refuge sur la côte ouest de l'île de Terre-Neuve, un endroit totalement inhabité par les Anglais à l'époque. Éventuellement, ces Acadiens se rendront sur la péninsule de Port-au-Port, mais dans les années 1760, ils arrivent près de Port-au-Basque, dans la vallée de Cordroy, puis dans la région de Stephenville.
Ils seront suivis dans la première moitié des années 1800 par une autre vague d'immigrants acadiens. Juste pour vous donner une idée, en 1830, dans la baie Saint-Georges, c'est-à-dire autour de ce qui est aujourd'hui Stephenville, il y avait 2000 habitants, 1200 Acadiens, 400 pêcheurs français, ce que je mentionnais avant, et 400 Mi'kmaq. Le reste était des Irlandais sans doute, puisqu'en 1859, les Irlandais avaient remplacé pratiquement tout le monde dans la région. Seules environ 10 familles acadiennes restaient sur place. Les autres s'étaient éparpillés le long de la côte, entre autres sur la péninsule de Port-au-Port. C'est sur cette péninsule que les pêcheurs français rencontrèrent des jeunes Acadiennes et les épousèrent. Et c'est ainsi qu'ils donnèrent naissance à la francophonie provinciale. N'est-ce pas une merveilleuse histoire? Naturellement, la francophonie de Terre-Neuve et Labrador aujourd'hui ne se limite pas à la péninsule de Port-au-Port. On compte en fait 2 autres régions où la francophonie s'épanouit, l'ouest du Labrador et Saint-Jean-de-Terre-Neuve. Au Labrador, principalement à Labrador-Cité et Wabush, les francophones sont majoritairement d'origine québécoise. Ils sont arrivés dans les années 60 pour construire les 2 villes minières de Labrador-Cité et de Wabush. Pourquoi sont-ils venus en masse du Québec? Sans doute parce que le bruit s'est répandu via la communauté minière de Sept-Îles, sur la côte nord du Québec, qu'il y aurait bientôt beaucoup de travail au Labrador. Dynamiques, sûrs d'eux-mêmes, follement épris de leur terre d'adoption, ces pionniers ont vite fondé une communauté francophone homogène, active et très organisée. Pour ce qui est de la capitale, Saint-Jean, c'est une autre histoire. Les francophones viennent de partout et bougent beaucoup. Leurs origines sont très diverses. Ils sont enseignants ou étudiants à l'Université Mémorial et maintenant dans diverses entreprises, dans l'industrie pétrolière notamment, employés fédéraux bilingues, réfugiés venus chercher la liberté ou immigrants francophones, comme je l'ai été moi-même il y a plus de 40 ans, attirés par un emploi, des études ou un amoureux. Notre francophonie représente aujourd'hui un tout petit peu plus d'1% de la population terre-neuvienne et labradorienne et pourtant, son influence est beaucoup plus grande qu'on ne le pense. Regardez autour de vous. Nos centres scolaires et communautaires représentent le fruit d'années de revendications, de luttes, d'entêtements. Tous les services qui vous accueillent aujourd'hui ont été obtenus de la même manière entre 1970 et aujourd'hui. Et maintenant, tout le monde peut en profiter pleinement. Alors c'est ce que je vous souhaite en ce jour de la fête nationale de l'Acadie, que comme moi et comme tant de ceux et celles qui travaillent pour notre communauté, vous trouviez votre place parmi nous, que vous profitiez de ce que nous avons à offrir et que vous aussi vous fassiez votre part et laissiez votre marque sur notre communauté. Bonne fête de l'Acadie, merci beaucoup.